Hop. Alors, je ne sais pas si vous le voyez en plein écran. Là, ça a l'air d'être bien. OK, Oui. donc c'est bon? OK, c'est parfait. Alors donc du coup, pour, ce webinaire, on verra plusieurs points. Donc à savoir, donc quelles sont les différences majeures entre les différents contrats de travail? C'est vrai qu'on entend souvent CDI, c'est mieux, CDD, c'est plus pratique. On verra, voilà, on va un peu lever le voile sur tous ces aspects. On verra aussi quel est le type de contrat adapté à chaque entreprise. Donc selon votre activité, selon, le type d'embauche que vous souhaitez, est-ce que c'est quelque chose qui est, temporaire? Est-ce que vous souhaitez maîtriser vos coûts? Selon effectivement le type d'embauche que vous souhaitez faire, on verra quel est le contrat le plus adapté et enfin, on verra en dernier point, quels sont les rouages de la rupture conventionnelle, donc avec tous les aspects un petit peu techniques, qui peuvent être intéressants à connaître, avant de choisir d'en faire une. Hop, on est parti. Donc très simple pour l'instant, donc on a différents types de contrats de travail. Donc on a le CDI, donc comme voilà, tout le monde le connaît, hein, c'est le contrat à durée indéterminée, donc il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc à partir du moment où la personne est embauchée et qu'elle valide sa période d'essai, s'il y en a une bien évidemment, le contrat dure à vitam aeternam. C'est le contrat du coup du CDD, donc le contrat à durée déterminée, qui lui est conclu pour une durée, précise, donc de date à date, dans un objet précis. Donc ça peut être par exemple, dans le cadre d'un surcroît d'activité ou pour remplacer du coup un salarié. On a aussi, différentes modalités, de travail, donc aussi bien le travail à temps plein que le travail à temps partiel. Donc il y a une petite différence entre les 2, au-delà du travail effectivement tous les jours et le travail, où effectivement, la personne peut vaquer à ses occupations, sur les clauses du contrat de travail notamment. Donc on verra tous ces points-là. Donc on est parti avec la partie, CDD. Donc au niveau du CDD, on a donc comme je l'indiquais tout à l'heure, on doit pouvoir, dès qu'on souhaite effectivement embaucher une personne en CDD, on doit choisir un motif précis. Donc ce sont des motifs qui sont encadrés par la loi, donc on peut pas effectivement se dire, «J'ai besoin d'un CDD, j'en prends un, point». Il faut vraiment qu'il y ait un motif et que ce motif soit indiqué dans le contrat de travail. Donc c'est vraiment une clause qui est, obligatoire, une mention obligatoire du contrat de travail. Si votre CDD, ne mentionne pas cette mention, donc la raison pour laquelle vous souhaitez, faire cette embauche, effectivement, votre contrat, n'est pas légal. Donc on retrouve plusieurs points, au niveau du CDD. Donc souvent, c'est dans le cadre de l'alternance. Donc par exemple, vous allez embaucher, un apprenti, donc un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc la majeure différence est surtout pour le pourcentage, mais on verra en détail aussi tout au long de ce webinaire. On a aussi le surcroît d'activité, donc c'est le point que j'indiquais tout à l'heure. Donc si, effectivement vous avez, beaucoup de commandes par exemple, selon le type d'activité, on va prendre une activité de vente, vous avez beaucoup de commandes, même avec les collaborateurs que vous avez actuellement, vous avez du mal à absorber la charge de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre un CDD, si ça arrive souvent pour les vacances. Donc si par exemple pendant les vacances, il y a un petit peu plus d'activité, effectivement c'est possible. Prenez un CDD pour 2 mois, c'est tout à fait possible. On a aussi, donc les CDD saisonniers, donc ça arrive souvent, dans les clubs de vacances, pour des activités vraiment très précises, donc pareil, c'est encadré par la loi ou dans le cadre d'un remplacement d'un salarié absent. Vous avez un salarié qui part, enfin une salariée du coup qui part en congé, maternité. Un salarié qui en arrêt maladie, effectivement, son absence commence à se prolonger, ça commence à désorganiser un petit peu le service. Donc ça peut être assez récurrent comme problématique. Donc souvent, on fait appel à un CDD pour justement pallier cette absence. On a effectivement d'autres types d'absences, je ne les ai pas notés ici, parce qu'effectivement, ça reste quand même à la marge. Si effectivement vous êtes intéressé par d'autres motifs, je ne manquerai pas d'étayer un petit peu ces propos. Donc comme, Evgenia le précisait, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Pour des raisons pratiques, je les traiterai vraiment à la fin, mais pour être sûr de ne pas les oublier, n'hésitez pas à déjà les mettre. On fera le point, à la fin. Au niveau du CDD, donc on a, aussi, une durée, qui est encadrée par la loi. On ne peut pas effectivement, décider de faire un CDD, pour 3 ans. Donc c'est pas du tout possible et puis ça met effectivement le salarié en situation précaire, donc ce qui n'est pas forcément, agréable, hein, voilà. Bien que ça soit très pratique pour l'employeur, pour le salarié, effectivement, il n'a pas la possibilité de construire des projets, donc c'est aussi dans ce cadre-là que ça a été limité. Donc pour la plupart des CDD, on ne va pas au-delà des 18 mois. Donc la plupart des CDD ne vont pas au-delà de 18 mois. Après dans les faits, on a souvent entre 12 mois et 18 mois.
La plupart des CDD restent quand même sur 18 mois. Et ce contrat doit impérativement être écrit. Donc ça, c'est effectivement la différence aussi avec le CDI. Dès que vous avez un CDD, vous devez absolument le rédiger, donc voir effectivement soit avec votre gestionnaire de paie actuel ou avec votre comptable, hein, selon l'organisation qui est mise en place dans votre entreprise. Mais en tout cas, il doit être écrit, donc rédigé, voilà, Word, PDF, comme vous souhaitez, signé, et dans les 2 jours. Donc on est le 17, si le contrat commence le 19, vous avez effectivement, vous pouvez le fournir, avant, hein, c'est même l'idéal. Sinon, vous avez jusqu'au 21 pour le transmettre. Donc ces 2 jours, c'est des jours calendaires, donc ce qu'on appelle calendaire, donc du lundi au dimanche. Donc même si le contrat commence le lundi, il faut effectivement que le week-end, pardon, il faut vraiment que le salarié ait la possibilité d'avoir son contrat dès le départ. Si le contrat n'a pas été transmis dans les 2 jours, ça peut être requalifié en CDI, donc ce qui n'est pas pratique, parce que si vous embauchez une personne, simplement, pour, un surcroît d'activité, pour 1 mois, si vous n'avez pas rédigé le contrat et vous ne lui avez pas transmis dans les 2 jours, il peut aller au prud'homme et dire: «Je n'ai pas reçu mon contrat, j'aimerais requalifier mon contrat de CDD à CDI». Donc c'est vraiment très important. Au niveau du CDD, on a aussi une période d'essai. Donc la période d'essai, la règle, c'est qu'elle doit être écrite. Donc par défaut, on dit souvent contrat, période d'essai. Sauf que si, dans votre contrat, ce n'est pas mentionné période d'essai, il n'y en a pas. Ça paraît peut-être simple, du coup pour certains. Pour autant, la règle pour la période d'essai, ça doit vraiment être écrit, noté dans le contrat. Si ce n'est pas le cas, la période d'essai le CDD est conclu dès le départ. Donc dès le premier jour d'embauche, donc si on garde une embauche par exemple le 17, donc à la date d'aujourd'hui, le salarié, du coup, n'a pas la possibilité ni de rompre sa période d'essai et l'employeur ne peut pas dire effectivement que le salarié ne fait pas l'affaire. Donc ce n'est pas forcément agréable si effectivement dès les premiers jours, on sait que la suite, voilà, est mal engagée. Au niveau des CDD, donc au niveau de la période d'essai, pardon, donc le but de la période d'essai, c'est de mesurer la capacité du salarié à s'adapter au poste. Donc ça permet, comme je le disais tout à l'heure, le salarié peut très bien dire, «J'ai été embauché pour effectuer des tâches précises», par exemple, aller livrer des colis. Moi, on me demande de rédiger des mails, c'est pas du tout ce qui est prévu. Ça ne correspond pas à ce que je souhaite ou ça ne répond pas à mes attentes. Je suis un petit peu déçu, je souhaite mettre fin à ma période d'essai. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. À contrario, l'employeur, la période d'essai lui permet de jauger les capacités du salarié à s'adapter au poste. Donc aussi bien à l'équipe, donc jauger en fonction de la personnalité du salarié, jauger en fonction de ses capacités, entre du coup une personne qui vous dit qu'il est très diplômé et finalement sur le papier la personne n'est pas forcément très efficace ou, à l'inverse, la personne effectivement s'est survendue. Durant l'entretien d'embauche, effectivement, la personne avait la tchatche, mais vous vous rendez compte que finalement, c'est les capacités effectivement, sur le terrain n'y sont pas. Donc c'est aussi, la raison pour laquelle, la période d'essai est pratique. Donc au niveau de la durée de la période d'essai, donc ça va dépendre effectivement si le CDD est conclu pour moins de 6 mois ou plus de 6 mois. Donc CDD de moins de 6 mois, on sera à 1 jour par semaine. Donc sachant que si c'est un CDD de 6 mois, c'est obligatoirement du coup 15 jours. On ne pourra pas aller au-delà. Donc pour chaque fois que vous avez un CDI de moins de 6 mois, voilà, vous prenez votre petit calendrier et vous comptez chaque jour de la semaine. Donc pour un CDI de 3 mois, on a environ, 12 semaines. Donc du coup, on sera à 12 jours de période d'essai, pas au-delà. Si c'est un CDD par contre de 6 mois, cette fois, ce sera 1 mois de période d'essai. Donc tout en sachant que ce sont des durées maximales. Donc vous avez très bien la possibilité, donc si on reprend l'exemple des 12, jours, de dire que la période d'essai sera que de 5 jours ou que de 6 jours. C'est tout à fait possible. Tant que c'est en dessous et donc à l'avantage du salarié, vous avez la possibilité de choisir une, période d'essai inférieure. C'est simplement une période d'essai supérieure, là c'est illégal. Et simplement pareil pour ce motif, le salarié peut dire: «La période d'essai, la clause est illégale, je suis définitivement embauché en CDD». Ce qui n'est pas non plus pratique pour l'employeur. Au niveau du renouvellement de la période d'essai, ce n'est pas du tout possible dans le cas du CDD. Donc c'est pas du tout prévu par la loi. Donc vraiment attention à ça. Dès que vous avez, un CDD, donc bien, compter les jours de période d'essai, les connaître dès le départ, pour justement pouvoir jauger durant cette période, l'efficacité du salarié. Au niveau du CDD, vous avez plusieurs motifs de fin. Donc, les motifs effectivement qui sont prévus. Donc ça peut être, comme j'indiquais tout à l'heure, donc la fin de la période d'essai, aussi bien par le salarié que par l'employeur. Vous avez aussi le délai de prévenance. Donc qu'est-ce que c'est? Le délai de prévenance, c'est la durée entre le moment où ce qu'on appelle la date de notification, donc la date à laquelle vous dites au salarié: «Tu ne fais pas l'affaire» ou le salarié dit: «Je ne souhaite pas continuer» et le moment où la fin du contrat est effective.
Donc, si par exemple, le 17, le salarié vous dit: «Je ne souhaite pas, continuer», en fonction de la durée pendant laquelle il est venu travailler, donc pareil, on compte du lundi au dimanche, vous avez un certain délai de prévenance. Donc ça peut aller de 24 heures à 48 heures. Pareil, en fonction de qui, souhaite rompre la période d'essai, les délais sont différents. On est voilà, si effectivement dans le cas du CDD, on sera plutôt sur du 24 à 48 heures, hein, pour la plupart du temps. Pareil, je pourrais, développer un petit peu plus en détail à la fin du webinaire. Vous avez aussi l'accord entre, l'employeur et le salarié. Donc voilà, chacun se rend bien compte qu'effectivement, la collaboration n'aboutira pas ou en tout cas ne sera pas qualitative, pour chacune des parties. À ce moment-là, c'est possible de mettre fin au contrat d'un commun accord. Donc dans ces cas-là, on fait simplement un écrit en indiquant, que dans le commun accord, il a été décidé de mettre fin au contrat de travail. Si le salarié, est en CDD chez vous, et vous fait savoir qu'il a été embauché en CDI, enfin qu'on lui propose effectivement une embauche en CDI, par, ailleurs, il a la possibilité, c'est un motif légitime, hein, il a la possibilité de mettre fin au CDD chez vous et de s'en aller. Donc il n'y a pas effectivement vous n'avez pas la main dessus, donc c'est un motif tout à fait légitime, donc vous n'êtes voilà, vous êtes obligé de le laisser partir. Pareil, par contre, si effectivement c'est dans l'autre sens, vous êtes tellement satisfait de son CDD que vous souhaitez l'embaucher en CDI, dans ces cas-là, c'est un motif, de plein droit. Donc au lieu de finir son contrat, je sais pas, on va dire qu'il devait finir au 31 juillet. Au lieu de finir en juillet, vous vous rendez compte au 31 mai qu'effectivement, bah, il fait déjà l'affaire, vous avez déjà bien, testé ses compétences, vous souhaitez continuer la collaboration. Au 1er juin, par exemple, vous pouvez décider de l'embaucher en CDI. Donc fait un petit peu moins drôle cette fois en cas de faute grave. Donc si le salarié a fait une faute grave, par exemple, il n'est pas, il a dans le cadre de ses fonctions, effectivement, il a commis des fautes qui ont été relatées, vous avez fait, un entretien. Dans ces cas-là, on peut mettre fin au CDD pour, faute grave. Vous avez aussi la force majeure. Donc la force majeure, ça peut être, par exemple, dans le cas d'une tempête de neige. Le salarié, doit venir travailler à un point précis, il n'a pas du tout la possibilité de se rendre au travail, ben ça, c'est une force majeure. Et si effectivement ça dure dans le temps, vous avez un cyclone, voilà, enfin vous avez un ouragan, vraiment des éléments qui sont de nature à empêcher, la réalisation du contrat. Dans ces cas-là, le CDD prendra fin de plein droit. Au niveau des documents de fin de contrat qui sont à donner aux salariés, vous en avez 3. Donc le dernier, enfin 4 plutôt, le dernier, bulletin de paie du salarié, donc qui indique la dernière période, d'emploi. Son certificat de travail qui indique, la durée pendant laquelle il a été employé chez vous. Donc par exemple, si c'est 2 mois, donc du 1er jour jusqu'au dernier jour. Le solde de tout compte qui, lui, va mentionner, les différentes sommes que le salarié aura reçues sur son dernier bulletin de paie. Donc à savoir son salaire de base, s'il y a eu des heures supplémentaires, s'il y avait des paniers repas, des tickets restaurants, ce sera indiqué, sa prime de précarité, voilà, toutes les sommes qui sont aussi bien en haut de bulletin et en bas de bulletin seront détaillées sur le solde de tout compte. Il y a juste un point que je m'aperçois que je n'ai pas mis, c'est en dernier l'attestation Pôle emploi. Donc ce qui va lui permettre de s'inscrire, pour, effectivement bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi auprès de Pôle emploi. Donc dans les indemnités qui sont données à la suite, du CDD, ça va être, l'indemnité de congés payés. Donc ça, c'est classique effectivement. Dès que le salarié n'a pas la possibilité, de prendre les jours qu'il a acquis tout au long du contrat, alors je vais reformuler. Si à la date de fin de contrat, le salarié a encore des jours qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre, effectivement, on va lui verser ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de congés payés. Donc ça, c'est applicable, sauf si vous êtes dans un métier qui est rattaché à une caisse de congés du bâtiment ou à une caisse de congés spectacle. On a aussi la caisse, du transport, selon, voilà, selon votre domaine d'activité. Si vous n'êtes pas rattaché à une caisse de congés payés, effectivement, il va falloir donner au salarié cette indemnité qui correspond à environ 10 de son salaire. Au niveau de la prime de précarité, ce qui est aussi appelé souvent, la prime, légale, enfin, c'est la prime légale de fin de CDD plutôt, qui est souvent appelée la prime de précarité, qui correspond à 10 de tous les bruts que le salarié aura eu pendant son contrat. Donc si, il a travaillé pendant 3 mois, c'est un CDD de 3 mois, vous allez additionner chaque brut, donc on va dire qu'il a un brut à, on va dire à 2 000 €. Donc 2 000 € pendant le 1er mois et qu'il a fait des 3 mois pleins, hein. Bien sûr, on va prendre un exemple assez simple pour que vous puissiez visualiser. On va avoir 2 000 € le 1er mois, 2 000 € le 2e mois, 2 000 € le 3e mois, donc ça nous fait 6 000 € et du coup 10 de ces 6 000 €, on sera à 600 € d'indemnité de précarité. Donc elle est versée, hem
Elle n'est pas versée du coup, elle est versée systématiquement à la fin du CDD, mais il y a des cas dans lesquels, pardon, ce n'est pas versé. Donc ce n'est pas versé si le salarié, poursuit la collaboration en CDI. Donc comme on l'a indiqué, vous trouvez que ça se passe bien, vous souhaitez embaucher le salarié en CDI pardon, et transformer donc le CDD en CDI. Dans ces cas-là, vous n'avez pas versé la prime de précarité. Si vous avez rompu la période d'essai, pareil, ce n'est pas dû. Donc souvent, ce qui est indiqué, c'est, dans cette clause sur les contrats de travail, c'est que l'indemnité de précarité sera versée au terme convenu du contrat. Donc par exemple, si, vous mettez fin au commun accord, le salarié y a droit. Ça, c'est une petite nuance qui est importante. Dès que vous avez un CDD, d'une manière générale, il faut vraiment faire attention à chaque clause et être vraiment très prudent. Si par exemple vous avez embauché, un jeune dans le cadre effectivement de ses vacances, vous n'avez pas versé, la prime de précarité. Pareil, si vous proposez au salarié, vous trouvez que ça se passe plutôt bien, en tout cas de votre côté, vous lui proposez, un CDI, mais ce salarié il refuse, le CDI, ben, pour X raison, voilà, il peut avoir ses raisons personnelles. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à lui verser. Parce que du coup, l'État estime que vous lui avez proposé, vous souhaitez le sortir de la précarité, hein, entre guillemets, ça va être des grands mots, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas à lui verser la prime de précarité. Et pareil dans le cadre d'un CDD d'usage. Donc les CDD d'usage, c'est dans le cadre d'activités bien précises. Donc on les retrouve pour tout ce qui est restauration, hôtellerie. On l'a aussi pour tous les métiers, événementiels, spectacles. Dans ces cas-là, dans le cadre d'un CDD d'usage, ce n'est pas dû. Donc j'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, parce qu'il y a plusieurs, notions, hein, du coup, donc n'hésitez pas, si besoin. Hem, oui? Aveline, je me permets, puisqu'il y a eu des questions Ah, via le chat. Est-ce que tu veux vas-y. les prendre ou pas? Oui, vas-y, dis-moi. Alors, bonjour. Quel est le délai maximal pour remettre les documents de sortie aux salariés sortants, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de délai précis par la loi, c'est bien dommage d'ailleurs. Le seul délai qui est indiqué, c'est un délai raisonnable. Donc après, raisonnable, ça reste, effectivement subjectif, donc ça peut être 1 semaine, 2 semaines. En général, voilà, ça va être entre, 1 semaine et 2 semaines, grand maximum, dans l'idéal. Après, ça dépend effectivement de l'organisation qui est mise en place, au sein de l'entreprise. Donc pour les très grosses structures, même si la personne est sortie le 5, elle aura quand même son solde de tout compte à la fin du mois. Donc l'idéal, c'est d'informer simplement le salarié qu'il aura, ses documents à la fin du mois pour ne pas effectivement qu'il y ait de de litige par rapport à ça. D'accord. Autre question, on calcule la prime de précarité sur l'indemnité des congés payés? Point d'interrogation. Oui, c'est ça. Alors attendez, je vais juste hop, accrocher, excusez-moi. Effectivement, donc on a, le dernier salaire. On va calculer, la prime de précarité, donc les fameux 10, et on va calculer l'indemnité de congé en mettant tous les salaires que la personne a perçus, plus la prime de précarité, et c'est sur cette base-là, effectivement, qu'on va calculer les 10 d'indemnité de congé payé. D'accord. Alors, il y avait également une question de madame Aka, mais je suppose que c'est une question qu'elle a posée pendant que tu parlais. Donc, même si le salarié met fin avant, point d'interrogation, donc je pense que c'était dans un contexte. Je ne sais pas si madame Aka C'est peut peut-être prendre la la période parole? d'essai, peut-être? Je ne sais pas, peut-être Ou qu'elle si peut la personne veut prendre la préciser. parole, Oui, c'est sur effectivement. sur la précarité. C'est sur la précarité, effectivement, oui. C'est sur la précarité. Alors, redis-moi simplement la question, s'il te plaît, Evgenia. Même si le salarié met fin avant. Alors même s'il met fin, avant la fin du contrat, est-ce qu'il a droit à la prime de précarité? Non. Non, non, il y a pas droit. Il y avait d'autres OK, questions? merci. Non, c'est bon, merci. OK, pas de souci. Alors donc du coup, pour continuer, là, je vous ai fait un petit focus, ça reste un CDD, mais pour autant, c'est une question qui est revenue souvent, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de l'aborder ici. Au niveau des contrats d'alternance. Donc on a 2 types de contrats, donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc on verra effectivement, les 2 différences entre les 2. Hem Déjà, on va commencer par ce point commun, c'est toujours établi sur un CERFA. Donc c'est prévu par la loi et donc c'est encadré, ça fait entre 2 et 3 pages selon le type de contrat et vous devez compléter. Vous avez, pour cela une notice, bon qui est disponible, facilement, hein, sur internet, une notice, d'aide au remplissage du CERFA, de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Au niveau du contrat d'apprentissage, c'est le contrat effectivement qu'on recommande, hein, avec mon équipe, car c'est le contrat qui le coûte le moins cher en termes de charges sociales, en termes de rémunération, et qui est effectivement beaucoup plus souple, au niveau des aides de l'État.
Donc, au niveau du contrat d'apprentissage, vous avez une réduction des cotisations salariales si le salaire est inférieur à 79% du SMIC. Donc, petit rappel, dans le cadre du contrat en alternance, la rémunération dépend de deux éléments, de l'âge du salarié et de l'année de formation dans laquelle il se trouve. Donc, les pourcentages prévus dans le cadre du contrat d'apprentissage sont beaucoup plus bas que ceux du contrat de professionnalisation. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement un type de contrat qui est plus courant. Donc, dès qu'on a une personne, on va souvent dire j'ai un apprenti, mais dans la pratique, ça peut être soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Et dans les faits, en tout cas en paye, c'est pas du tout la même chose. En termes de charges sociales, c'est pas du tout la même chose. Donc, si effectivement il y a un choix à faire, entre deux types de contrats pour l'alternance, privilégiez quand même l'apprentissage. C'est plus facile pour vous et ça laisse beaucoup plus de souplesse au niveau de la trésorerie. Donc, comme je disais, effectivement, on a deux types de cotisations aussi. Donc, les cotisations salariales, donc, qui sont déduites du brut du salarié, et les cotisations patronales, uniquement à la charge de l'entreprise. Donc, vous aurez une réduction de cotisations salariales dès lors que le salaire du salarié est inférieur à 79% fois le SMIC. Au niveau de la période d'essai, donc on est à 45 jours. Donc la particularité du contrat d'apprentissage, c'est que chaque jour en entreprise est décompté. Donc si c'est un contrat qui dure 1 an, et que le salarié vient, 2 fois, dans la semaine en entreprise, vous allez compter sa période d'essai à raison de 2 jours par semaine. Donc un jour, il était là, le deuxième jour, il était là, le troisième jour, bah, il n'a pas été présent pour X raison, il était en congé, on ne le compte pas. Le quatrième jour, il est là, donc du coup, ça compte comme un troisième jour de période d'essai, ainsi de suite. Les jours à l'école ne comptent pas. Donc ça, c'est une mesure qui a été prise, il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près. Avant, c'était effectivement 45 jours, calendaires, donc du lundi au dimanche, qu'il soit à l'école ou en entreprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour permettre justement de jauger, le salarié, voir déjà si, il va bien à l'école, hein, parce que c'est des choses qui arrivent souvent aussi, que le salarié se comporte très bien en entreprise, mais par contre qu'il n'aille pas en cours ou qu'il soit, souvent en retard. Donc ça peut effectivement, être pratique. Vous avez aussi une aide de l'État qui est prévue, jusqu'au 30 juin 2022. Donc ça sera peut-être encore prolongé là, donc là ça fait 1 an et demi, donc ils l'ont mis en place, au début du covid, hein, cette aide. Donc c'est assez intéressant puisque du coup vous avez, 8 000 € pour un apprenti majeur et 5 000 € s'il est mineur. Donc c'est vraiment intéressant, donc ça c'est pour la première année. Par contre dès la deuxième année, on retrouve les aides classiques, donc avant covid, et là on redescend à 4 000 € pour la deuxième année et 2 000 pour la troisième. Tout en sachant que voilà, pour une première année, ça peut être, vraiment intéressant, de faire appel à un apprenti. Et à partir du 1er juillet donc, voilà, sauf s'il y a du changement, on rebasculera du coup à 4 000 € pour la première année au lieu de 8 000 par exemple pour un apprenti majeur. Donc ce qui n'est pas négligeable effectivement, donc c'est le moment. En tout cas, si vous hésitez, c'est le moment. Au niveau du contrat de professionnalisation, donc, la différence avec le contrat d'apprentissage, c'est que la rémunération est beaucoup plus élevée. Pour vous donner, une idée, on est entre, 70 et 90 du SMIC, contre un contrat d'apprentissage où là, on peut commencer à environ 40 du SMIC et aller jusqu'à, 75 80. Donc c'est vraiment une différence majeure. Autre chose, les charges sont identiques à si vous aviez embauché un salarié classique. Donc que vous embauchez un contrat de professionnalisation, c'est difficile à dire comme mot, ou un CDD, classique, donc par exemple un CDD, hein, pour, surcroît d'activité, vous allez payer les mêmes charges. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. On a le contrat d'apprentissage où là, vous payez peu finalement sur la part salariale, mais finalement, c'est toujours ça d'économiser, alors qu'un contrat, pardon, de professionnalisation, vous allez payer entre guillemets «plein pot». Au niveau de la période d'essai, donc là, cette fois-ci, on est sur 1 mois, et c'est vraiment, 1 mois du coup, toute période confondue, donc que ça soit à l'école ou en entreprise. Donc finalement, ça passe assez vite. Si on garde, notre exemple de tout à l'heure avec 2 jours par semaine, ça peut aller très, très vite finalement. Vous allez le voir, aller, 8 fois dans le mois et ça y est, la période d'essai, elle est validée. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir, cette notion-là dès le départ. Même si effectivement, c'est des notions qui sont inscrites, hein, sur le CERFA. Mais c'est bon de les rappeler avant de valider une embauche. Pareil au niveau des aides de l'État, ce sont les mêmes du coup que l'apprentissage pour le coup. 8 000 € pour un apprenti majeur, 5 000 € pour un apprenti mineur et à partir de juillet, donc ça c'est pour la première année toujours et à partir de juillet, on rebascule à 4 000 €, sauf s'il y a du changement d'ici là.
On arrive maintenant au CDI. Donc le CDI, la grosse différence avec le CDD, c'est qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de le rédiger. Donc si par exemple vous souhaitez embaucher une personne, il est en CDI donc à temps plein, vous pouvez dire voilà, tu es en CDI à temps plein, point. Vous n'êtes pas obligé de faire un contrat. Dans les faits, c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple de faire un contrat, tout simplement que pour la raison pour laquelle c'est, si la personne souhaite effectivement faire un prêt, on lui demandera souvent, de fournir le contrat de travail, les derniers bulletins et cetera. Donc c'est toujours plus simple d'avoir effectivement une version écrite du contrat. Mais dans les faits, la loi ne l'impose pas. Sauf si c'est un contrat à temps partiel ou s'il y a une période d'essai prévue. Dans la plupart des cas, dans 90 des cas, il y a une période d'essai, sauf si effectivement vous embauchez une personne de votre entourage, il y a effectivement une période d'essai. Donc voilà, obligatoirement, le CDI est sous forme écrite. Donc ça, effectivement, au niveau du CDI, il n'y a pas de durée maximale. Donc c'est ce qu'on a indiqué, au début de ce webinaire, donc on n'a pas c'est pas limité dans le temps. Au niveau de la période d'essai du CDI, elle est obligatoirement écrite, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et à la différence du CDD, donc là où on comparait avec plus ou moins 6 mois, cette fois, ça va dépendre de la catégorie dans laquelle se trouve le salarié. Donc ça permet toujours de mesurer la capacité du salarié à s'adapter au poste, aussi bien, du côté du salarié que du côté de l'employeur. Donc on a une durée initiale, maximale prévue donc, par l'État, donc que le salarié soit ouvrier, employé ou cadre. Donc on peut aller jusqu'à 1 mois, jusqu'à 2 mois ou jusqu'à 3 mois pour le cadre. Au niveau de la période d'essai, donc ça, ce sont des durées, prévues légalement. Donc la convention collective peut, prévoir autre chose. Donc ça, c'est vraiment important aussi de se renseigner sur ce point-là et de vous rapprocher de votre gestionnaire de paye, pour connaître les modalités avant de valider une embauche. Au niveau de la période du renouvellement de la période d'essai, c'est possible que si la convention le prévoit. Donc par défaut, vous n'êtes pas obligé de renouveler la période d'essai. Donc déjà, ça doit se faire de façon écrite, mais si la convention collective n'indique pas, que vous pouvez renouveler la période d'essai, c'est 1 mois si c'est un ouvrier, 2 mois si c'est un employé et 3 mois si c'est un cadre, point. Donc l'État prévoit les mêmes durées de durée initiale et de renouvellement. Donc en clair, vous pouvez, si la convention collective le prévoit, vous pouvez indiquer, 1 mois de période d'essai, renouvelable 1 fois pendant une durée de 1 mois. Tout en sachant que le renouvellement n'est pas tacite. C'est-à-dire que si la personne arrive à son dernier jour de période d'essai initiale, Heu, c'est pas obligatoire d'être renouvelé. Il faut vraiment qu'il y ait un écrit quelques jours avant, donc pareil, un délai raisonnable. Donc idéalement 1 semaine, hein, je conseille souvent 1 semaine, hem, pour prévoir le renouvellement, du salarié, qu'il soit vraiment au courant. Donc la convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour le salarié, pour la durée initiale, ainsi que le renouvellement. Attention, on a un article, du 25 juin 2008, qui, modernise donc la période d'essai. Donc avant, la période d'essai était beaucoup plus longue, donc selon la loi, 2008, elle est différente et selon ce qui est prévu dans votre convention collective et ce qui est prévu dans la loi, il faut bien faire attention. Donc si, la durée est plus longue, par exemple, dans votre convention collective, pour un employé, elle prévoit 4 mois. Si elle arrive, avant, la loi du 25 juin 2008, c'est les 2 mois qui s'appliquent, c'est les 2 mois légaux. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça et bien consulter cette petite loi. Donc voilà, vous pouvez le consulter assez rapidement aussi sur internet, parce que ça change tout. Donc si vous voyez une période d'essai de 4 mois, vous vous dites: «Super, j'ai 4 mois pour, tester si le salarié est apte». En fin de compte, c'est pas du tout ça. Donc voilà, qu'il y ait pas de fausse joie, donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce point. Donc toujours pour ce CDI, on a différents motifs, pour mettre fin au CDI. Donc la fin de période d'essai. Donc pareil, on fait bien attention aux délais de prévenance. Donc petit rappel, en fonction de la durée de présence, toujours en calendaire, donc du lundi au dimanche, de la durée de présence du salarié au sein de l'entreprise, il faut respecter un délai de prévenance entre le moment, où on dit au salarié qu'il arrête ou que le salarié dit qu'il arrête et le moment où c'est effectif. Le salarié peut très bien démissionner, tout simplement, être licencié, ou négocier, donc ça, c'est une rupture amiable, donc avec, la rupture conventionnelle, donc on détaillera, plus tard.
Au niveau des documents, donc ce sont les mêmes que la première fois, que le CDD. Donc il y en a toujours 4, donc j'ai toujours oublié l'autre point. Donc ces derniers bulletins de paye, le certificat de travail, donc qui mentionne les dates, de durée d'emploi, le solde de tout compte qui détaille donc les différentes, sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat, donc aussi bien en haut de bulletin et les sommes, indiquées sur le bulletin en bas de bulletin, et l'attestation Pôle emploi qui va lui permettre de s'inscrire au chômage. Au niveau, du CDI, donc au niveau du CDI, on a, différentes indemnités. Donc comme le CDD, on a l'indemnité compensatrice de congés payés, donc qui permet de payer au salarié les jours qu'il n'a pas pu prendre dans le cadre du contrat. Donc votre salarié, vous prévoyez de fermer uniquement au mois d'août. Votre salarié s'en va, dans le courant du mois d'avril, donc OK, pas de souci. Simplement l'indemnité, à lui verser est importante parce que techniquement, il n'a pas pu prendre ces jours qu'il était censé poser en août, donc vous allez devoir lui verser cette somme. Toujours même principe, si vous êtes rattaché à une caisse de congés payés, donc bâtiment, spectacle, transport, dans ces cas-là, vous ne versez pas cette indemnité compensatrice. Il faudra simplement indiquer à votre caisse que le salarié s'en va et donc du coup de procéder au versement. Vous avez effectivement différentes primes qui peuvent être prévues aussi bien par le contrat de travail ou la convention collective. Donc ça peut être une prime de 13e mois, une prime de rendement, une prime d'assiduité, une prime de productivité. Donc ça dépend effectivement de beaucoup de choses et de ce que vous avez prévu entre vous, entre guillemets, entre les 2 parties. Je vous ai mis aussi un petit focus donc entre le temps partiel et le temps plein. Au niveau, donc la grosse différence effectivement, c'est au niveau de la durée. Donc selon la durée hebdomadaire prévue par le contrat, donc elle leur prévoit certaines dispositions. Donc pour le temps partiel, il y a des mentions obligatoires dans le contrat de travail. Vous devez indiquer le nombre d'heures par semaine qui est prévu dans le contrat, donc qui est prévu, du coup pour travailler, ou le nombre d'heures par mois. Vous devez indiquer également la répartition des heures travaillées chaque jour de la semaine. Donc par exemple, la personne travaille, 25 heures, vous allez dire que la personne fait 5 heures par jour du lundi au vendredi. Ou la personne travaille, tous les jours sauf, mercredi, jeudi, ou ne travaille pas le vendredi. Voilà, donc selon ce qui est prévu, selon ce que vous avez convenu ensemble, ça doit obligatoirement figurer dans votre contrat. Vous devez également indiquer que la répartition peut être modifiée, ainsi que la nature des modifications. Donc si, vous savez que potentiellement, en cas de rush d'activité, vous savez que le vendredi, quelquefois, vous avez beaucoup plus de monde. Par exemple, vous êtes en terrasse, voilà, on va prendre l'exemple d'un restaurant. Vous savez que le vendredi, ça arrive que vous ayez beaucoup plus de monde, ou vous avez des périodes, type, voilà, Saint-Valentin, fête des mères, et cetera. Dans ces cas-là, vous pouvez dès le départ prévoir que, en cas de surcroît d'activité, la répartition pourra être modifiée et attention, il faudra bien penser à prévenir le salarié une semaine avant, le changement effectif. Donc une semaine avant la fête des mères, il faudra bien lui dire: «Attention, tu travailles ce vendredi, les jours sont tu travailles pas le mercredi, mais tu travailleras le vendredi». Donc changer la répartition, c'est minimum une semaine à l'avance. Excusez-moi. Vous devrez également indiquer, les limites dans lesquelles le salarié pourra accomplir des heures complémentaires, donc au-delà de la durée prévue par le contrat de travail. Excusez-moi. Donc toujours dans le même exemple que tout à l'heure, vous avez un contrat, à temps partiel, de 25 heures par semaine. Le salarié pourra accomplir ce qu'on appelle les heures complémentaires. Donc je précise simplement ce point, donc la différence entre heures complémentaires et heures supplémentaires. Donc heures complémentaires, c'est dans le cas d'un temps partiel et heures supplémentaires, donc entre, du coup, le nombre d'heures du contrat et les 35 heures et les heures, supplémentaires, c'est de la 35 heures. Voilà, tout simplement pour le petit rappel. Donc les heures complémentaires, ça peut être effectivement 10 ou un tiers. Pareil, il faudra se référer à la convention collective. La différence majeure et donc c'est pour ça effectivement, que je l'ai mis, en bleu, c'est la clause d'exclusivité. Donc votre salarié est à temps partiel, chez vous donc à 25 heures, il a la possibilité de travailler 5 heures chez une autre personne et c'est son droit. Vous n'avez pas la possibilité de l'obliger à travailler que pour vous. Parce que si on reprend l'exemple et qu'on dit que la personne fait, on va dire, un employé de ménage par exemple, la personne fait uniquement, 5 heures chez vous, ça veut dire que vous le bloquez.
Donc ça veut dire qu'il y a 30 heures où il ne peut pas travailler. Il ne peut pas, du coup, par conséquent, subvenir à ses besoins, simplement parce qu'il travaille 5 heures, 5 heures par semaine chez vous. Donc ça, c'est interdit. Donc vraiment faire attention à ça. Donc ce qui est souvent aussi confondu, c'est la clause d'exclusivité et la clause de non-concurrence. Donc la clause d'exclusivité, c'est tout au long du contrat. Donc vous n'avez pas la possibilité de l'interdire de travailler ailleurs. Et la clause de non-concurrence, c'est que vous n'avez pas c'est que vous souhaitez l'interdire de travailler ailleurs dès qu'il a fini son contrat. Donc c'est vraiment une différence. Vous avez une première clause donc pendant le contrat et l'autre qui commence, commence à s'appliquer pardon, à la suite de la rupture du contrat. Donc il faut bien se référer aux dispositions prévues par la CCN. Donc CCN, c'est la convention collective nationale. Donc bien se référer à ce qui est prévu dans votre convention avant effectivement de conclure un contrat à temps partiel. Même d'une manière générale, hein. Dès que vous avez un point un peu particulier, bien se référer à la convention collective avant de s'avancer. Pour le temps plein, il n'y a pas de disposition particulière. Tout, si effectivement vous souhaitez indiquer des choses, ce sera à mettre dans le contrat pour que chacune des parties soit au courant. Au niveau des contrats de travail, donc là, je vous ai mis un petit focus, sur la différence entre CDD et CDI. Donc ça retrace un petit peu les points qu'on a vus tout à l'heure. Au niveau des avantages, de conclure un CDI, c'est que la période d'essai est plus longue. Donc souvent, vous allez vous dire, «Je veux une personne effectivement, pour une courte durée, la période d'essai, c'est pas grave». Mais en fin de compte, non. Si vous concluez, pardon, un CDI, la période d'essai est longue, donc on a vu tout à l'heure, ça pouvait aller du coup entre 1 mois et 3 mois minimum. Ça peut être plus si vous souhaitez, renouveler, la période d'essai. Donc c'est vraiment intéressant. Ça peut être vraiment, une valeur ajoutée pour bien tester, la personne avant effectivement de choisir de l'embaucher de façon définitive. Donc si par exemple c'est dans le cadre d'un remplaçant, vous avez un salarié, qui s'en va, vous l'avez embauché justement pour, remplacer, ce salarié, ça va vous permettre de connaître effectivement s'il fait l'affaire ou pas. L'avantage aussi, c'est que vous avez un mode de rupture amiable, dans le cas du CDI, donc avec notamment la rupture conventionnelle qu'on abordera tout à l'heure, et la réduction, des cotisations selon le niveau de salaire et selon le nombre d'heures par mois. Je vous ai mis un exemple tout à l'heure, on y reviendra. Si, vous souhaitez renouveler la période d'essai et vous avez aussi la possibilité, pardon, de renouveler la période d'essai, donc selon la convention collective. L'inconvénient et puis ça on fera pas voilà, on ne cessera de le répéter, c'est les charges sociales. Donc les charges sociales effectivement sont élevées en cas de CDI parce que du coup, qui dit contrat sans limitation de durée, dit charges sociales tous les mois à payer. Au niveau du CDD, donc au niveau des avantages et des inconvénients, donc l'avantage majeur pour les contrats en alternance, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 5 000 € ou 8 000 €. Donc 5 000 € s'il est mineur, 8 000 € s'il est majeur. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un contrat limité dans le temps. Donc si vous n'avez pas encore de visibilité sur votre trésorerie, vous savez qu'un CDD, c'est pour une durée bien précise, c'est pour 3 mois, pour 6 mois, vous savez qu'il faudra prévoir, l'argent pour ces 6 mois, pas au-delà. L'inconvénient, la période d'essai est courte, donc ça passe très, très vite. Vous avez vu tout à l'heure, on parle de jours, hein, donc ça passe extrêmement vite. Il suffit que vous ayez d'autres urgences ou bien effectivement, si vous avez embauché en cas de surcroît d'activité, vous aussi vous êtes finalement au fourneau, vous n'avez pas forcément la possibilité de voir tous les jours s'il est efficace. Donc ça passe très, très vite, donc bien faire attention à ça. Il y a peu de cas de rupture anticipée du CDD. Ça aussi, il faut bien faire attention à ça. Donc on a vu tout à l'heure que ça pouvait être, si le salarié a été embauché en CDI ailleurs par exemple ou si, vous rompez le contrat d'un commun accord, si c'est une faute grave et cetera. Mais finalement, il y a peu de motifs. Hem, on a aussi une cotisation supplémentaire de 1 par rapport au CDI. Donc on paye ce qu'on appelle une cotisation formation, et pour justement dissuader les entreprises de prendre des CDD, ils ont ajouté 1 de cotisation en plus. Donc j'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Evgenia, je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ça ou ça va? Ah, Oui, il y a des questions. Alors, je te les lis. Plusieurs questions. Alors, en cas d'absence prolongée d'un salarié et s'il y a eu une rupture conventionnelle de signer, est-ce qu'une société peut retarder la remise des documents de sortie jusqu'à la réception des IJSS, histoire d'être sûr que le salarié a bien transmis les documents de maladie? non, légalement, vous n'êtes alors du coup, c'est un cas un peu complexe. Donc du coup, on a une absence prolongée, dans le cadre d'une maladie, donc si j'ai bien compris et une rupture conventionnelle qui a été signée. Donc effectivement, si le salarié ne transmet pas les documents, vous n'avez pas la possibilité de retarder les documents.
Dans l'idéal, c'est un peu comme tout, hein, si on peut résoudre les choses à l'amiable, c'est toujours bien. Donc de lui faire un courrier en lui rappelant effectivement que la date, de fin de son contrat est à à une date précise, et bien lui rappeler, que vous êtes dans l'attente des documents. Comme ça, effectivement, ça permet à la date de rupture de contrat d'avoir l'ensemble des éléments pour établir son solde de tout compte. Alors, autre question de la même personne, l'avantage en nature HCR versé à un salarié est identique à un salarié sous contrat normal? Je suppose qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Alors il n'est pas tout à fait le même, dans la restauration, l'avantage de nature de mémoire, il est à 4,73 maintenant sur 2022. Il n'est pas le même qu'un salarié, classique. C'est-à-dire que, c'est des montants qui ont été négociés par les branches. Vous avez certains montants qui diffèrent aussi bien dans le BTP, que dans un secteur entre guillemets «classique» et pareil pour la restauration. Donc ce ne sera pas le même montant. Ce sera un petit peu, moins élevé. D'accord. Comment obtenir les aides liées à l'embauche d'un apprenti, s'il vous plaît? Alors pour ça, je vous invite aussi à aller sur, mon profil LinkedIn. J'avais fait un post par rapport à ça. Il y a plusieurs points. Il faut effectivement faire la déclaration d'embauche, que le contrat soit, signé par les 2 parties et validé par, l'OPCO, donc l'organisme qui finance la formation. Et après vous recevrez un code d'activation, qui vous permet d'inscrire votre RIB et après, tous les mois, votre gestionnaire de paye se charge de faire les déclarations mensuellement à l'URSSAF et vous avez, l'aide de l'État qui arrive chaque mois. Donc si le salarié a été absent, l'aide est proratisée, donc il y a un petit peu moins. S'il a été présent tout le mois, l'aide est versée à 100. Donc Très j'espère que bien. c'est clair pour ça. Il y a plusieurs, notions, mais en tout cas, voilà, pour faire très court, ce serait ça. Alors ça tombe bien parce qu'il y a encore d'autres questions. Ah, vas-y. Peut-on commencer une procédure de rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie si la personne concernée le souhaite? Oui, tout à fait. C'est vraiment un motif, légitime effectivement. J'avais eu le cas moi d'une personne qui allait commencer son congé maternité et qui savait dès le départ qu'elle ne souhaitait pas, revenir à la suite de son congé. Donc tout à fait, hein, c'est pas du tout interdit. C'est vraiment le libre consentement. Dès que vous avez la possibilité de prouver que c'est à la demande du salarié, donc idéalement un petit mail ou un petit courrier disant: «Je souhaite une rupture conventionnelle», c'est toujours bien pour se protéger, pour éviter que le salarié dise: «J'étais en arrêt, l'employeur a voulu me virer». On évite vraiment ça, donc si vous avez simplement une petite preuve, un petit courrier ou un petit mail, c'est toujours bien. Vous le classez bien, bien précieusement, et c'est pas du tout interdit. Très bien. Alors, complètement autre chose, dans la convention coiffure, le délai maximum peut être de 16 heures. Peut-on travailler en dessous de cette quantité d'heures et sous quelles conditions? Alors si le délai prévu par la convention collective est de 16 heures, il faudra regarder si effectivement cette mention est toujours, applicable. Parce qu'effectivement la loi, prévoit de des temps partiels du coup pour, minimum 24 heures par semaine, sauf dérogation légitime. Donc si par exemple vous pouvez prouver, que c'est pour des raisons, des convenances, personnelles, par exemple, vous devez aller récupérer vos enfants, vous avez un autre job à côté donc vous pouvez pas vous permettre d'avoir un temps partiel à minimum 24 heures par semaine, dans ces cas-là effectivement c'est possible. Dans le cadre de la convention coiffure, c'est 16 heures, donc il faudrait se renseigner à savoir si cette clause est toujours, légitime, si elle n'a pas été, finalement, abrogée. D'accord. Le contrat de travail à temps partiel doit absolument indiquer les jours de travail et les heures? Oui, tout à fait. D'accord. Et juste pour revenir sur la question de l'avantage en nature HCR, donc précision, l'avantage en nature HCR versé à un apprenti est-il identique à un salarié sous contrat normal? Alors c'est un petit peu plus faible. C'est un petit peu plus faible, en tout cas sur une même entreprise de restauration ou bien d'hôtellerie. C'est un petit peu plus faible pour l'apprenti. Je crois que c'est à horizon de 2,60 dans ces eaux-là, contre un D'accord. 4 pour un salarié classique, de la même branche. Alors, peut-on, à l'issue d'un premier CDD, en rétablir un nouveau, mais sur un poste inférieur et donc avec un salaire inférieur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans ces cas-là, effectivement, ce ne sera pas un renouvellement du CDD, ce sera vraiment un autre contrat. Alors attention, si le CDD est conclu avec la même personne pour un poste différent, vous avez des délais de carence entre 2 CDD. Donc pareil, bien se renseigner sur ces notions-là, avant de démarrer l'autre contrat. D'accord. Alors, Et je juste pour préciser, oui, avec une rémunération inférieure, ça reste 2 contrats dissociés, 2 postes différents, c'est tout à fait possible.
La seule limite, effectivement, c'est si c'est un CDD conclu pour remplacement, vous devez obligatoirement avoir la même rémunération que la personne qui est remplacée. Donc la personne qui part en arrêt maladie, un salaire de 2 000 €, vous devez verser aussi à la personne, du coup, au CDD qui le remplace, 2 000 €, sauf si la personne n'a pas les mêmes diplômes ou pas la même expérience. Mais techniquement, ça va être le même salaire. Donc attention aussi à ça. Très bien. Autre question, n'y a-t-il pas obligation et/ou risque d'avoir à rémunérer le salarié jusqu'à la fin de son CDD en cas de rupture d'un commun accord si action ultérieure du salarié? Alors je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais voilà, enfin je vais Alors y peut-être répondre, que la c'est personne, peut poser peut-être directement la préciser. question? Préciser, tout à fait. Je commence déjà effectivement à répondre par rapport à ce que j'ai compris, puis si effectivement, la personne, arrive L'idée, d'ici là, c'est bonjour, l'idée, c'est bonjour. il y a effectivement un accord, de base Mmh. et le salarié, une fois qu'il a touché toutes ses indemnités, change, de position Mmh. et par exemple, nous met au prud'homme et dit qu'il n'était pas d'accord. Enfin bref, on peut imaginer un tas de choses. Mmh. J'imagine que dans ces cas-là, l'employeur, peut être condamné à verser le salaire jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée. Non, tout à fait. Il faut simplement, avoir un document qui indique que le salarié est d'accord pour rompre le contrat d'un commun accord. Dès que le salarié a signé, s'il revient après sur son choix, «c'est trop tard» entre guillemets. À partir du moment où il a signé, c'est trop tard. C'est comme si, je prends un D'accord, exemple un petit peu fou, vous choisissez de souscrire à un prêt immobilier. À partir du moment où vous avez signé, bon, bien qu'il y a une clause quand même de rétractation, mais on va dire que le délai est passé. Vous pouvez pas dire: «Non, finalement, je veux pas du prêt, on me donne 120 000 €, j'en veux pas», c'est comme ça. C'est voilà, c'est d'accord, quand même, encadré par la loi. Donc même s'il va au prud'homme, alors je rappelle aussi que les prud'hommes, c'est pour les 2 parties, hein, on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. Donc voilà, il faut bien faire valoir les droits pour les 2 parties. bien sûr, merci. Je vous en prie. Alors, encore des questions. Est-ce que la personne qui souhaite une rupture et est en maladie peut-elle aller jusqu'à la fin de contrat en maladie sans revenir travailler dans la société? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est possible. Il y a Très rien bien. qui limite dans le temps, ça reporte pas la date, voilà, il y a plus rien qui se passe après. Donc c'est aussi le risque, si effectivement la personne était déjà en arrêt et que de toute façon ça désorganisait l'entreprise, ça ne change rien. Par contre, vous avez aussi des cas, alors attention aussi à ça, même si voilà, vous n'aurez pas la main dessus, mais c'est aussi, prudent de le savoir. Si vous concluez une rupture conventionnelle, qui se termine dans 1 mois, donc c'est 1 mois en moyenne, hein. Si le salarié, une fois qu'il a signé et que l'inspection du travail a dit que c'était OK, il peut disparaître de la circulation. Et là, vous n'aurez pas la main dessus, à part lui faire découvrir en lui disant de revenir à son poste ou de justifier ses absences, vous ne pourrez plus rien faire. Et la fin de contrat sera à la date prévue dans le CERFA de rupture conventionnelle. Très bien. Dans tous les cas, si on renouvelle un CDD pour le même poste, ça ne doit jamais dépasser 18 mois, point d'interrogation, même si le salarié remplacé n'est toujours pas revenu. Alors ça dépend. Vous avez du coup, alors je ne l'ai pas abordé dans les diapos, vous avez 2 types de contrats, 2 types de CDD, pardon. Le CDD à terme précis, donc ça c'est allez 90 des cas, et le CDD à terme imprécis. Donc s'il est conclu dans le cadre d'un remplacement, vous avez une durée minimale. Donc si par exemple la personne vous dit qu'il est en arrêt pendant, 2 mois, vous allez conclure un contrat à durée minimale, donc à terme imprécis, à durée minimale, donc c'est vraiment ce qui est inscrit, hein, sur le contrat, à terme imprécis avec une durée minimale de 2 mois. Si la personne n'est pas revenue, dans ces cas-là, le CDD se poursuit tant que la personne est absente. Donc ça, c'est dans le cadre du CDD à terme imprécis et dans ces cas-là, il n'y a pas effectivement de limitation. OK. Ouh là, ça pleut de questions. Ah! Alors sinon, on Alors, va en faire quelques-unes, sinon on fera à la fin, comme ça, du coup, ce sera peut-être, plus simple. donc On va en prendre tu 2-3 encore? OK, bah, il en reste 3, Ah bon, bah, donc parfait. on prend les 3, voilà. Sur CDI en arrêt, depuis 2 ans, dont 6 mois consécutifs en maladie, peut-on Alors organiser attends, un attends, vas-y plus alors lentement. alors en Sur un CDD. CDI, je Ah, suppose, en CDI, CDI en arrêt depuis 2 ans, dont 6 mois consécutifs en maladie, peut-on d'accord? organiser un rendez-vous médecine du travail pour envisager une inaptitude? Tout à fait et c'est même conseillé parce que du coup, si, votre convention collective ou même la loi, hein, selon l'ancienneté du salarié, vous oblige à verser un maintien de salaire au salarié, finalement, vous payez quelqu'un qui ne vient pas travailler et qui pénalise votre entreprise. Donc c'est vraiment conseillé, c'est vivement conseillé dès lors que vous avez une absence prolongée du salarié, de prévoir un rendez-vous à la médecine du travail pour effectivement jauger si ce salarié, est apte à reprendre son emploi, s'il faut le reclasser dans un poste différent. Voilà, ou autre. Donc vraiment, c'est vraiment important de le faire et petit rappel aussi pour, pendant qu'on parle de la médecine du travail,
et vous avez un salarié qui a été absent minimum 30 jours, donc 30 jours, enfin 1 mois, on dira, vous devez absolument lui faire passer la visite médicale de reprise. Très bien. Y a-t-il une clause de rétractation sur une démission? Et si oui, quelle est la durée à respecter et comment l'employé doit-il la formuler? Non, alors il n'y a pas du tout de rétractation, puisque la règle pour la démission, c'est un consentement libre. Dès qu'on peut prouver que le salarié a souhaité démissionner de son plein droit, si après coup il souhaite se rétracter, il vous a dit qu'il démissionnait, il était énervé, et cetera. Si le lendemain il dit: «Bon, en fin de compte, je me suis trompé, j'en ai discuté un petit peu avec ma femme, ça va pas du tout, je reste à mon poste», techniquement, vous n'êtes pas obligé de recevoir sa rétractation. Si, bien entendu, il vous a fait un courrier. Donc la démission orale est illégale. Donc s'il vous dit sur un excès de colère: «Je souhaite démissionner, je m'en vais, je quitte mon poste», officiellement, il n'a pas démissionné. Il peut revenir le lendemain comme si de rien n'était, doux comme un agneau, hein. Ça fonctionne, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un écrit. Donc s'il y a un écrit et que le salarié se rétracte, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Dans les faits, si effectivement c'est un bon élément, c'est simplement que vous avez des convictions différentes à un moment donné, l'idéal c'est d'en discuter, et de permettre au salarié de reprendre son poste, comme si de rien n'était. Vous avez la possibilité, mais c'est vraiment, de façon amiable. Donc il y a rien qui est encadré par la loi. Si effectivement c'est un salarié qui travaille mal, pour X raison, qui met un petit peu le bazar dans l'équipe et qui en plus a donné sa démission même si c'est un excès de colère, du coup, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Le renouvellement de CDD est limité à 2 fois, me semble-t-il. Tout à fait. Très bien. Et juste alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est un partage. Je vous conseille, que la demande vienne du salarié et par écrit pour demander la fin de son CDD. Je suis au prud'homme et un salarié avait dit en séance que son employeur lui avait demandé de signer un papier demandant la fin de son CDD. Voilà, c'est un Ah partage d'accord, donc d'expérience. c'est un partage d'expérience, très apprécié. Enfin, je pense que ça servira aussi à tout le monde. C'est toujours, bien d'avoir des retours d'expérience, comme ça pour, éviter, voilà, éviter de se faire un petit peu avoir. Mais on peut pas savoir effectivement d'avance, comment la collaboration, se déroulera. Voilà, je te laisse poursuivre. OK, hop, alors je crois que mon écran a un petit souci. Oui, du coup, on voit plus ton diaporama. Ouais, alors attends. C'est bon. Alors donc là, c'est bon. Alors, donc on poursuit. Je vous ai mis aussi un petit focus, voilà, si effectivement ça se rapproche un petit peu des problématiques qu'on voit au quotidien dans la gestion de la paye. Une idée, des charges sociales qui peuvent être générées, dans le cadre du contrat. Donc, dans l'idée effectivement toujours d'optimiser, aussi bien vos contrats de travail que vos trésoreries. Donc en dessous, donc vous avez plusieurs paliers, un palier de 1,6 fois le SMIC, 2,5 fois le SMIC et 3,5 fois le SMIC. Donc on va détailler tout ça. Sur un salaire donc inférieur à 1,6 fois le SMIC, donc on sait que le salaire minimum, bah, c'est le SMIC. Donc entre le SMIC et 1,6, donc ça fait environ 16,91 brut de l'heure. Donc ce qui fait pour un temps plein, 2 565. Vous avez du coup droit à plusieurs aides. Donc l'aide de l'Urssaf, donc un allègement Urssaf, donc c'est ce qu'on appelait communément, l'allègement Fillon, qui a été étendu à la retraite depuis 1 an ou 2. Donc je vais pas dire de bêtises, je me rappelle pas de l'année précise, je vais dire 2 ans à peu près. Vous avez aussi droit à ce qu'on appelle la réduction de cotisation maladie. Donc pour ceux qui s'en rappellent un petit peu, c'est, la nouvelle version du CICE, donc le crédit, de compétitivité pour les entreprises. Vous avez également droit à ce qu'on appelle la cotisation allocation familiale. Donc du coup, pareil, ce sont des taux qui sont un petit peu moins élevés, dès lors que vous avez une rémunération d'un salarié qui est inférieure à 1,6 fois le SMIC. Pour avoir un ordre d'idée, au niveau des charges sociales, donc j'ai regardé un petit peu par rapport au bulletin qu'on a ici. On a entre 3 du brut au niveau des cotisations sociales et 35. Donc pour recadrer un petit peu, vous avez votre brut, donc on va dire que c'est le SMIC, donc le SMIC il est à 1 603. Les charges sociales que vous allez payer, les charges patronales du coup, sont de 3. Donc ce que va vous coûter le salarié, ça va être le brut plus ces 3. Donc c'est l'intégralité du coût du brut, donc les 1 603 plus les 3 des 1 603, c'est ce que va vous coûter le salarié. Donc ce sera décomposé aussi bien dans son net à payer que sur les différentes charges sociales versées aux différents organismes.
Donc ça, les 3 c'est pour une rémunération au SMIC. Donc là, je vous ai fait une simulation pour, le SMIC, donc c'est 3 donc c'est vraiment très, très peu. De mémoire, ça représentait 50 € si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand on se rapproche de la limite de 1,6, là, on passe à 35 du brut. Donc ce qui commence à être, plus élevé. Dès que votre rémunération brute est entre 1,6 fois le SMIC et 2,5, cette fois-ci, le seuil, donc c'est 24,43 € brut de l'heure, donc ce qui est, l'équivalent de 4 007 brut par mois. Donc là, effectivement, c'est des paliers un petit peu plus importants. Dans ces cas-là, vous avez droit qu'à 2 cotisations qu'à 2 allègements, pardon, sur les 4 existants. Donc l'allègement, de cotisation maladie et l'allègement, d'allocation familiale. Donc là, du coup, on plafonne au niveau des charges, donc que ça soit du coup 1,6, donc on dépasse, allez, on va dire 1,6001 et 2,5 fois le SMIC, on a à peu près le même pourcentage de charges sociales. Donc j'en ai fait sur 3 personnes à peu près, c'est environ ces taux-là. À noter aussi que ces taux-là ne prennent pas en compte les branches BTP et spectacle. Pour les BTP et spectacle, si vous êtes concernés, comptez 1 à 2 supplémentaires, parce qu'effectivement les charges sont plus élevées. Toujours au niveau des charges sociales, entre 2,5 et 3,5, donc on arrive à notre dernier seuil. On est à 37 € de l'heure, donc ça, ce sera effectivement pour des rémunérations de cadre où là, on est, à des paliers beaucoup plus importants par rapport au précédent point. On a, uniquement la réduction d'allocation familiale. Donc là, on est entre 35 du brut au niveau des charges sociales et 41 du brut. À partir de 3,5, il n'y a plus rien. Donc c'est tout, à votre charge, donc il n'y a plus d'exonérations qui sont calculées. Donc tout en sachant que les différentes, je reviens sur la slide, précédente, toutes les aides et cotisations que j'ai indiquées, donc ce sont des cotisations qui sont payées, qui sont prévues par l'URSSAF et par les caisses de retraite, et c'est calculé automatiquement sur votre bulletin. Donc vous n'avez pas de démarche particulière à le faire, c'est simplement en fonction du nombre d'heures que le salarié effectue et en fonction de sa rémunération que ces différents allègements sont calculés sur votre bulletin. Donc ce sera peut-être transparent. Voilà, sachez que ça existe et que votre gestionnaire de paye fait déjà le job. Si, il y avait une différence donc à citer entre le CDD et le CDI en termes de, cotisation, donc on aurait uniquement la cotisation de formation, 1 CDD qu'on a indiqué tout à l'heure. Entre du coup temps partiel et temps plein, c'est pareil. Comme ce sont des pourcentages, finalement, ça se réajuste, mécaniquement. J'espère que c'est clair pour ça. C'est vrai que c'est peut-être un peu technique pour le coup, mais c'est toujours bon à savoir. On arrive maintenant, à la rupture conventionnelle. Donc la rupture conventionnelle, c'est un mode de rupture amiable du contrat. Donc elle est possible dans le cadre d'un CDI uniquement. Donc si vous êtes en CDD, vous ne pourrez pas dire, «Je souhaite mettre en place une rupture conventionnelle». Ce sera simplement une rupture d'un commun accord du CDD. Ce sera vraiment 2 motifs différents et pareil sur le motif de le motif qui apparaîtra sur l'attestation de Pôle emploi, il sera vraiment distinct. Donc, pour conclure une rupture conventionnelle, c'est nécessaire de compléter un CERFA. Donc le CERFA, il est sur 2 pages et il faudra le transmettre à l'inspection du travail. Donc la rupture conventionnelle, pour donner un petit peu le cadre légal, c'est un motif de rupture du CDI de façon amiable, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, un salarié qui vous dit: «Je veux une rupture conventionnelle, faites-moi une rupture conventionnelle», il n'est pas dans son bon droit. Vous devez être d'accord. Donc si l'employeur ou le salarié, hein, n'est pas d'accord, vous souhaitez voilà, vous séparer d'un salarié, mais il n'est pas d'accord, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. On a souvent tendance à voir effectivement des salariés qui pensent que c'est obligatoire, mais pas du tout. Vous devez être d'accord, parce que vous versez une indemnité. Donc du coup, si vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas les moyens, vous ne souhaitez pas, hein, tout simplement. En soi, vous n'avez pas à vous justifier, vous ne souhaitez pas conclure une rupture conventionnelle, vous n'êtes pas obligé. Donc ça peut être aussi bien à l'initiative du salarié que de l'employeur. Donc si c'est à l'initiative du salarié, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir un écrit, donc que ce soit un mail, ou un courrier disant que le salarié souhaite, conclure une rupture conventionnelle. Pardon, excusez-moi, je vais juste boire un petit peu d'eau. Que le salarié, voilà, souhaite, conclure une rupture conventionnelle, c'est toujours, mieux d'avoir un écrit, pour cela, pour bien prouver que c'est un consentement qui est libre. Vous n'avez pas du tout forcé le salarié à conclure une rupture conventionnelle parce que vous souhaitiez vous séparer, de lui.
Il y a des clauses particulières, par contre, qui peuvent être ajoutées à la rupture conventionnelle. Donc, sur le CERFA, vous avez un petit espace en bas au niveau des clauses particulières. Donc, les deux parties peuvent convenir des clauses liées à la rupture du contrat. Donc, par exemple, vous êtes dans l'événementiel, le salarié dit que toutes les photos que vous avez prises de lui dans le cadre du contrat de travail, c'était écrit qui vous autorisait à utiliser son image, donc pour le faire apparaître sur votre site, sur les flyers, sur les événements, etc. Par contre, il peut très bien dire moi, j'ai terminé mon contrat chez vous, je ne souhaite plus que vous utilisiez ces images, ou ces images doivent être floutées. Il a le droit. Donc ça peut être inscrit dans la rupture conventionnelle, dans le CERFA de rupture conventionnelle. Vous pouvez décider de verser une prime en plus de l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc ça, c'est quand même assez rare, hein, finalement, mais c'est possible. Si le salarié souhaite se faire payer des heures, il peut l'indiquer aussi. Enfin, il peut l'indiquer. Il faut que les deux soient d'accord, hein, on est d'accord. Ça reste amiable. S'il y a une des parties qui n'est pas d'accord, pareil, la rupture conventionnelle peut ne pas aboutir simplement parce qu'une des parties ne souhaite pas cette clause. La rupture conventionnelle, donc on a 4 étapes, 4 grandes étapes. Donc on a une durée moyenne d'1 mois, de délai pour établir la rupture conventionnelle. Donc entre le moment où, vous avez signé la rupture conventionnelle et le moment où la fin, de contrat est effective, vous avez environ 1 mois. 1 mois et demi. Donc ça dépend un petit peu comment le mois tombe et selon les jours fériés, etc. Donc vous avez 4 grandes phases. Donc la première, c'est l'entretien d'information ou de négociation. Donc on détaillera les différentes étapes tout à l'heure. La deuxième, c'est la signature du formulaire, donc le fameux CERFA de 2 pages. Le troisième, c'est le délai de réflexion, donc communément appelé le délai de rétractation, et l'envoi du CERFA à l'inspection du travail. Dernier point, vous avez la décision à la DRIT. Donc la DRIT, c'est le nouveau nom, hein, depuis 2021, depuis juillet 2021, je crois, de l'inspection du travail, mais bon, c'est toujours au même endroit, hein. Et la fin de contrat effective du contrat de travail. Et la fin effective du contrat de travail. Donc on va détailler ces différents points. Au niveau de l'entretien, donc il doit avoir lieu au moins un entretien avec, entre l'employeur pardon, excusez-moi, entre l'employeur et le salarié, pour justement donc négocier ce montant, prévoir les différentes clauses, vous devez déjà, en discuter. Donc ça peut se faire en une fois, si effectivement chacune des parties soit fait des entretiens de façon informelle, soit effectivement est très sûre de sa position. Donc il peut y en avoir qu'un, sinon il peut y en avoir, jusqu'à 3. Donc l'entretien permet aux 2 parties d'avoir le même niveau d'information. Donc si le salarié, souhaite, faire une rupture conventionnelle, mais il ne sait pas les différentes étapes, donc c'est à vous de lui expliquer. S'il veut négocier son montant, c'est à vous de lui préciser. Si c'est vous qui souhaitez lui donner plus pour effectivement couvrir, vos arrières, voilà, pour X raisons, c'est possible. Mais dans tous les cas, cet entretien sert à ça. Donc parler de la rupture, des différentes étapes, le montant, ce qui se passera après, etc. Vous devez également convenir, d'une date de fin de contrat, tout en sachant que la durée, minimale, c'est 1 mois, mais vous pouvez conclure, une rupture conventionnelle avec une date plus longue. Donc si on reprend l'exemple dont je vous ai parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure d'une personne qui souhaitait, conclure une rupture conventionnelle, avant le début de son congé maternité parce qu'elle ne souhaitait plus réintégrer l'entreprise, à la fin. Hem on l'a effectivement, on s'en est occupé en septembre 2021 et la personne a fini son contrat en fin janvier 2022. Donc du coup, c'est tout à fait possible. C'est la durée minimale, mais ça peut être plus long. Vous pouvez prévoir d'avance la fin. Donc le salarié ou l'employeur peuvent se faire représenter. Vous pouvez vous faire représenter, par une personne de votre département ou un salarié de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Dans les faits, c'est quand même plus simple que la partie qui se fait représenter, là où les parties, hein, d'ailleurs, préviennent l'autre partie qui se fera représenter pour des questions d'organisation. Donc s'il y a une salle avec juste 2 chaises, c'est quand même mieux si l'autre personne est assise, hein, voilà. Donc c'est vraiment pour des raisons pratiques. Et en soi, il n'y a pas d'obligation d'information. Au niveau de la signature du, CERFA de rupture conventionnelle, il se fait durant l'entretien. C'est durant cet entretien que vous allez signer, ce fameux CERFA. Donc ce CERFA, il doit être fait sous 3 exemplaires. Donc un exemplaire qui sera à conserver par le salarié, un deuxième à conserver par l'employeur et un troisième pour la DRIT. Donc ce que je vous ai mis, en bas l'indication comme c'est très long, mais c'est l'inspection du travail. Donc c'est ce formulaire, ce troisième formulaire, c'est celui-là qui sera transmis, pour, valider ou non la rupture conventionnelle. Troisième point, le délai de réflexion, donc communément appelé le délai de rétractation et l'envoi du CERFA.
Donc, dès le lendemain de la signature du CERFA, donc on va dire qu'il est signé aujourd'hui, à partir du lendemain, le salarié peut se rétracter ou l'employeur peut se rétracter. Il peut très bien se dire: «Non, mais non, c'était de la folie, je vais pas signer de rupture conventionnelle, je me rétracte». Le salarié peut faire pareil. Donc la décision, de rétractation, elle peut intervenir jusqu'à 15 jours calendaires. Donc elle dure de toute façon 15 jours. Petit rappel, calendaire, c'est vraiment du lundi au dimanche, hein, du coup, c'est vraiment tous les jours du calendrier que vous comptez. Donc le salarié a 2 semaines pour, se rétracter ou non. Pareil pour l'employeur. Donc si, une des parties souhaite mettre fin à la rupture conventionnelle, il doit lui faire, une, lettre recommandée, donc avec accusé de réception, et il doit le transmettre à l'autre partie. Ça peut effectivement fonctionner avec une lettre, remise en main propre, contre décharge. Donc si les 2 parties veulent continuer, il y a rien à faire. Il faudra simplement, enfin il y a aucune démarche particulière. Il faudra simplement envoyer donc ce formulaire, donc le 3e exemplaire, le lendemain de la fin du délai. Donc on a dit que c'est le 17, on compte 15 jours à partir du 18, donc c'est à partir du lendemain que ça compte, donc on compte 15 jours à partir du 18. Le 15e jour, on sait que c'est la fin et on peut l'envoyer au plus tôt le 16e jour à l'inspection du travail. Dernier point, au niveau, de la décision, de l'inspection du travail et la fin de contrat. Donc à partir du moment où l'inspection du travail a reçu votre CERFA, indiquant que vous souhaitez rompre à l'amiable donc le contrat de travail, ils ont 15 jours ouvrables, donc du lundi au samedi hors jour férié. Donc c'est pour ça que je disais que c'était entre 1 mois et 1 mois et demi, donc ça dépend de tous ces paramètres. Hem Et du coup, selon comment tombe le dimanche, enfin voilà, dès le lendemain de l'envoi. Donc là, du coup, on a dit qu'il y avait, on envoie à partir du 16e jour. À partir du 16e jour, on va compter si vous l'envoyez au format papier, c'est 2-3 jours qu'il faut compter au niveau du délai de la poste. Si vous le télétransmettez, donc vous avez un site, qui s'appelle TéléRC, TéléRC, pour justement faire des simulations de rupture conventionnelle ou, si vous souhaitez, juste connaître le montant, vous pouvez, l'utiliser. Vous pouvez télétransmettre aussi par ce biais-là et donc c'est applicable dès le lendemain. Donc vous l'envoyez, je sais pas, lundi, le délai des 15 jours ouvrables, donc du lundi au samedi, commence à partir du mardi. Donc il y a 3 cas possibles. Soit l'inspection du travail vous dit: «On est d'accord, on homologue», donc ça s'appelle une homologation. On homologue, votre, rupture conventionnelle. Vous pouvez, mettre fin au contrat à la date prévue dans votre CERFA. Deuxième cas, ils ne répondent pas. 15 jours sont passés, vous êtes au 6e jour, ah bah, on attend toujours le courrier ou bien un mail. Le contrat, finit de plein droit. Donc là, il y a rien à faire, c'est bien. Pas de réponse ou une réponse positive, c'est le meilleur des scénarios qui puisse vous arriver. Si par contre, ils vous répondent, bon, là, c'est que du coup, elle est refusée. Donc, s'ils vous répondent et que c'est une réponse négative, dans ces cas-là, il faut recommencer la procédure dès le début. Donc sachant qu'il y a 1 mois et demi de procédure, en général, le salarié, il fait un petit peu la tête. Donc, voilà, il faut vraiment le savoir, bien faire attention à chaque point. Donc les points qui sont souvent retoqués, ça va être, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc, à 1 centime près, on peut vous le refuser, hein, sachez-le. Donc ça peut paraître ridicule, mais c'est très important. Donc pour 1 centime, vous repartez pour 1 mois et le salarié fait la franche. Donc, voilà, faites vraiment attention à ça. Et si l'ancienneté n'est pas correcte, donc l'ancienneté qui doit être indiquée, c'est l'ancienneté, vraiment «jour pour jour» entre guillemets, à la date de fin du contrat. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec la salariée en arrêt, en congé qui allait commencer son congé maternité, ça a été conclu en septembre. Donc en septembre, elle avait pas la même ancienneté qu'elle avait à la date de fin prévue, c'est-à-dire en janvier. Donc l'ancienneté qui a été indiquée dans le CERFA de rupture conventionnelle, c'est l'ancienneté à la date du 31 janvier et non pas celle de septembre. Donc vraiment attention à ça, puisque du coup, bah, juste pour ça aurait pu être refusé. Au niveau de au niveau de la rupture conventionnelle, on doit verser donc une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Donc la loi prévoit une indemnité minimale. La convention collective peut prévoir un montant supérieur, donc sachez que ça existe. Donc vraiment comme je disais tout à l'heure, vraiment bien se référer à la convention collective dès que vous faites quelque chose. Donc c'est le plus élevé qui s'applique. Donc la loi prévoit un quart, donc on reviendra de toute façon sur les calculs, la loi prévoit un certain montant. Si la convention collective prévoit un montant supérieur, c'est le montant supérieur qui s'applique. Tout en sachant que ce montant dépend de l'ancienneté et de la rémunération du salarié. Donc, il faut définir donc le salaire de référence qui sera utilisé pour calculer le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc elle dépend soit de la moyenne des 12 derniers mois connus,
Donc là, si on reprend notre exemple, en septembre, je ne connaissais pas les salaires d'octobre, novembre, décembre et janvier. Donc le dernier mois que j'ai mis, c'était le mois de septembre. Donc vous allez comparer les 12 derniers mois de salaire connus et les 3 derniers mois. Ce sera le montant le plus élevé qui s'appliquera aux salariés. Donc si c'est 3 mois, ce sera les 3 mois. Donc la moyenne des 3 mois, hein. Donc au niveau du calcul, donc là on a un petit exemple chiffré. Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 10 ans, on va multiplier le salaire de référence, donc les 12 mois ou les 3 mois en moyenne qu'on aura trouvé, fois un quart par mois d'ancienneté. Si par contre, du coup, il dépasse les 10 ans, cette fois-ci, ce sera plus avantageux, ce sera un tiers et non pas un quart. Je vous ai mis juste un petit exemple pour bien comprendre, ça fonctionne vraiment sous forme de palier, un petit peu comme les impôts. Donc si l'ancienneté est de 11 ans, vous aurez 10 ans avec la première formule, donc 10 ans à un quart, et 1 an à un tiers. Donc les parties peuvent convenir de montants plus importants, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des cotisations, donc ça c'est peut-être un peu technique, mais c'est des cas qu'on voit souvent, donc j'ai trouvé ça intéressant de l'aborder aussi sous cet angle. Au niveau des cotisations qui sont dues en cas de rupture conventionnelle, il n'y en a que 2. C'est le forfait social, donc l'indemnité de rupture conventionnelle est de, on va dire 3 000 €, donc 3 000 € fois 20 c'est ce que va vous coûter la rupture conventionnelle. Le montant de la rupture conventionnelle plus 20 vous avez également, de la CSG-CRDS, donc à 9,70 uniquement si vous avez négocié un montant. Donc en clair, on a dit que c'était 3 000 € prévus, donc on va dire que c'est le montant prévu par la convention collective. Si vous décidez de verser 5 000 € aux salariés, vous aurez 5 000 €, donc l'intégralité du montant de la rupture conventionnelle soumis à 20 et 2 000 €, donc ce qui dépasse, hein, ce qui dépasse le seuil, soumis aux 9,70 et ça, c'est la charge du salarié. Bon, vous le payez quand même pour lui indirectement, mais voilà, il y a 2 types de cotisations si c'est un montant négocié. Attention aussi, l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas imposable, donc ça arrive vraiment en bas de bulletin, tout en bas. Au niveau des avantages, et des inconvénients de la rupture conventionnelle, donc j'en ai cité quelques-uns. Vous avez un mode de rupture amiable du contrat de travail, donc tout en sachant que vous pouvez prévoir effectivement des clauses, donc ce qui peut être intéressant. Pardon. Vous avez peu de charges sociales. Donc on a vu 20 et du coup 9,70 si c'est un montant un petit peu plus élevé et que pour la partie qui dépasse, donc que pour les 2 000 € sur les 5 000, donc c'est pas mal. Le salarié bénéficie du chômage à la suite de sa rupture conventionnelle. Il a ce qu'on appelle aussi la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle. Donc il y a plusieurs points, effectivement dans ce point. La portabilité, donc ça permet aux salariés de bénéficier gratuitement, et vous ne payez rien, attention, du contrat qu'il a, pendant une certaine durée. Pour la prévoyance, donc la prévoyance, ça prend le relais en cas d'arrêt de travail, en cas de décès, et pour la mutuelle. Donc c'est gratuit pendant, jusqu'à 12 mois, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Il faut simplement remplir le formulaire et le donner au salarié. Vous tamponnez, vous donnez au salarié, après c'est lui qui fait les démarches auprès de l'organisme. Vous pouvez, la rupture conventionnelle peut être conclue plusieurs mois avant la rupture effective. Donc là, du coup, c'était en référence à mon fameux exemple du coup de la salariée en congé maternité. Et la durée est courte, donc c'est en moyenne 1 mois. Donc en 1 mois, vous pouvez effectivement vous séparer d'un salarié. Les inconvénients, il faut verser une indemnité de rupture et vous avez des charges. Bien qu'elles soient faibles, vous avez des charges à payer, une indemnité. Donc si la personne démissionne, vous avez, que son indemnité de congé à lui verser, alors que là, vous avez indemnité de congé plus indemnité de rupture conventionnelle. Donc attention à ça. Et dernier inconvénient, le salarié n'a aucune obligation d'être présent jusqu'à la fin du contrat. Donc une fois qu'il a signé la rupture conventionnelle, les 15 jours de délai de rétractation sont passés, personne n'a rien dit, le formulaire a été envoyé à l'inspection du travail, le salarié peut disparaître de la circulation pendant 2 semaines, si ce n'est plus si la date de fin est beaucoup plus longue qu'1 mois. Vous n'avez pas la main dessus, à part de lui faire des courriers, des recommandés, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc du coup, c'est arrivé à beaucoup d'employeurs, donc je voulais vraiment vous alerter par rapport à ça. On arrive à la fin de ce webinaire du coup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste petit rappel, donc effectivement, donc je suis la fondatrice du cabinet de gestion de la paye, et RH Système-Paye. Donc on est situé à La Ferté-Gaucher et on peut vous accompagner donc pour, des questions relatives, au droit social, au contrat, aux ruptures de contrat et au bulletin de paye, hein, d'une manière générale pour la gestion courante de vos salariés. On fait également de la sous-traitance auprès des cabinets comptables, souvent du secteur, parce qu'effectivement, on essaie de se développer plutôt dans le secteur. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on est accessible, je vous ai mis mon adresse mail juste en dessous, nos coordonnées et puis, nos différents réseaux sociaux. Donc je suis ouverte à vos questions si effectivement il y en a d'autres.
Merci beaucoup, Aveline. Alors, effectivement, il y avait encore d'autres questions via le chat. Je te les pose rapidement. Mhm. En embauche en CDD, la visite médicale d'embauche à la médecine du travail est-elle obligatoire? Oui, c'est obligatoire pour toute embauche. Il n'y a que pour les Ok, stagiaires que c'est pas obligatoire. d'accord. Faut-il faire passer du coup une visite médicale pour reprise après congé parental d'1 an? Tout à fait. Très bien. Quelle ancienneté pour bénéficier d'une rupture conventionnelle? Mais tu y as peut-être répondu. Non, il n'y a pas d'ancienneté. Faut simplement que ça intervienne, en dehors de la période d'essai. Si effectivement il y avait une limite, ce serait en dehors de la période d'essai, parce que sinon c'est soit, fin de période d'essai, hein, tout simplement. Mais dès que vous dépassez d'1 jour la fin de période d'essai, là, du coup, vous pouvez conclure une rupture conventionnelle. Très bien. Un conseil sur le délai de rétractation de prév alors ça c'est un petit partage d'expérience. Un conseil Mmh. sur le délai de rétractation, de prévoir une petite marge de jours environ afin que votre procédure soit bien validée par la DRETS. Mmh. Sinon, il faut tout recommencer de zéro, ce qui rallonge les formalités. Tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment le service, le téléservice, hein, proposé par l'État. Télé-RC, comme je vous indiquais tout à l'heure. Ça vous permet justement de connaître ces délais et de ne pas être retoqué au moment venu. Donc il vous indique effectivement justement aussi bien le délai de rétractation, du coup entre les parties et le délai d'homologation, donc à la DRIT pour, statuer. Très bien. CDD, avez-vous une note récapitulative sur le respect des divers délais de carence? Non, alors j'en ai pas spécialement, mais vous pouvez le trouver assez facilement, pardon, sur internet. Vous tapez délai de carence entre 2 CDD et vous aurez les différents délais. J'ai pas de note particulière, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Très bien. Et il y avait un autre juste partage d'expérience, mais alors, peut-être qu'à recontextualiser. Même chose que pour la fin d'un CDD, le salarié doit faire un écrit pour la demander, sinon il revient au prud'homme et il gagne au motif que c'est l'employeur qui l'a forcé. Alors je pense qu'on parle peut-être d'une rupture conventionnelle, Oui, je c'est sais ça, c'est la rupture conventionnelle. Merci pour le partage, d'expérience. C'est effectivement ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est toujours mieux si effectivement la rupture conventionnelle est à l'initiative du salarié d'avoir un écrit, mentionnant son souhait, de conclure une rupture conventionnelle. Comme ça, le consentement est libre et il ne pourra pas dire effectivement au prud'homme que vous l'avez forcé. d'accord. Et dernière question, si le salarié ne vient plus travailler alors que la rupture prévoit une sortie longue, le salaire reste-t-il dû? Non, 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 ce sera une absence, non rémunérée injustifiée. Vous n'aurez pas à le payer, mais pour autant, ça va vous désorganiser. Très Et bien. puis, c'est pas forcément très agréable pour les collaborateurs qui restent. Donc, c'est aussi pour ça. Alors je crois qu'en tout cas, je n'ai plus de questions via le chat. Alors Alors, je vais juste arrêter, du coup, le partage ouais. d'écran. À partir du 1er avril 2022, toutes les homologations des RC devront être Oui, télétransmises. tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est important effectivement, au moins ça évite, on gagne du délai au niveau de la poste, donc 2-3 jours, et en plus, on a peu de chances de se tromper si on le fait via le service. Parfait. Petit commentaire, super cette formation, merci. Ah, avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, que vous souhaitez poser là dans les dernières minutes, même en activant votre micro, allez-y, hein. Allez-y, avec plaisir, hein, n'hésitez pas surtout. Il reste quelques minutes, autant les mettre, à profit. Après, c'est vrai qu'on y a répondu, tout au long Oui, tout du à fait. webinaire. Merci En beaucoup, tout cas, Gwenaëlle. voilà, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à joindre Evelyne. Comme vous le voyez, c'est une professionnelle aguerrie, qui connaît bien son sujet. Voilà. N'hésitez Écoutez, pas, s'il n'y a voilà, pas même, d'autres voilà, si vous avez des questions, petites questions pareilles après coup, voilà, sur nos réseaux, par mail, voilà, ou sur LinkedIn. Je suis souvent accessible, via LinkedIn, donc n'hésitez pas. alors Et le PowerPoint, vous l'aurez. on par on demande le partage du PowerPoint. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on Oui, tout à peut fait, envoyer d'accord, tout à je fait, pourrais envoyer le PowerPoint? Super. tout à fait. Bon, bah, parfait. Ah, il y a une question de madame, Nathalie Forestier. Oui, bonjour, je Bonjour. voulais savoir, en fait, moi, je suis parfois amenée à faire des CDD très courts, en fait, d'une semaine pour remplacement d'un salarié malade, parce que Mmh. dans la petite enfance, on doit respecter un taux d'encadrement professionnel auprès des enfants. D'accord. Et je me pose toujours la question, en fait, c'était par rapport à la visite médicale d'embauche. Je ne peux pas matériellement demander une visite médicale d'embauche pour un CDD d'une semaine, en fait, c'est compliqué. Dans la pratique, effectivement, c'est compliqué. Sachez que vous avez, 3 mois pour faire la visite médicale entre la date d'embauche et enfin, il y a 3 mois du coup. Dans votre cas, effectivement, ça peut se comprendre que, voilà, vous ne pouvez pas remplir l'obligation. Si effectivement vous demandez,
la visite médicale et que votre centre médical n'a pas la possibilité de vous donner un rendez-vous, au moins vous pouvez prouver que vous avez la volonté de procéder à cette visite médicale. Mais si pour des raisons techniques, c'est pas possible, c'est tout. Oui, oui, Ça s'arrête là, effectivement. Là, Mm. c'est une contrainte technique, du coup, et matérielle, oui, effectivement. oui. Alors nous, on s'assure que la professionnelle est à jour au niveau de ses vaccinations. D'accord? Mais bon, moi, je suis pas médecin non plus pour estimer qu'elle est à C'est ça. jour. C'est ça. Donc parfois j'ai une personne qui peut voilà qui aura un certificat médical de son médecin comme quoi elle est à jour et apte à travailler en collectivité auprès d'enfants de moins de 3 ans. D'accord. Mais c'est après tout. voilà, demander la visite médicale d'embauche, Oui, si ça la rime à personne est là rien. qu'une Enfin, une semaine, semaine, c'est compliqué quoi. c'est C'est ça. vraiment compliqué. C'est ça. Mm. Donc, je peux comprendre, mais bon, soyez sans crainte par rapport à ça. C'est des secteurs effectivement particuliers, ils savent très bien que c'est Mm. compliqué. Un petit peu comme la restauration, pareil, c'est peut-être juste pour un week-end ou une journée. Mm. Dans les faits, il y aura pas de visite médicale et on le sait très bien. D'accord. Bon. Je vous remercie. Je vous en prie. Bon, alors, attendez, il y a une autre question. La salariée a peut-être passé une visite médicale de moins d'1 an et c'est bon. Alors, je comprends pas trop la question. C'était peut-être en référence à ce que disait Nathalie Forestier? Peut-être. Oui, en effet, si j'ai parfois des personnes qui me fournissent une attestation de moins d'1 an en fait de visite médicale, mais c'est pas toujours le cas en fait. C'est pas toujours le cas. D'accord. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je pense qu'on a été assez complet, je vais remercier Aveline pour son intervention qui était vraiment super. Et je Merci crois que beaucoup. les remerciements dans le chat. Ah, je l'ai pas vu. Bah, merci à tous déjà aussi pour votre participation, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions, donc c'est un sujet effectivement qui a semblé vous intéresser. Donc voilà, plaisir partagé en tout cas. Voilà. Et donc merci à tous de vous être connectés. Et je vous dis au prochain webinaire. Donc il y en aura un au mois de mars. On vous enverra très rapidement l'invitation. Voilà. Merci à Merci à tous tous. et bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.